Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question que je pense beaucoup on puisse poser, peut-être dans un moment de calme, en pleine méditation. Hmm. C'est cette petite voix dans la tête qui murmure « Et si tout ça n'était qu'une illusion ?» Oui, ce critique interne. Voilà. Ce critique qui dévalorise un peu systématiquement tout ce qui n'est pas mesurable, quantifiable. C'est une expérience presque universelle. Et pour l'explorer, on s'appuie sur une source vraiment passionnante. Un article de Crisis AI. Et l'analyse qui est faite est audacieuse. Ah oui. La thèse, c'est que cette voix n'est pas du tout naturelle. Elle aurait été, et je reprends les termes de l'article, installée historiquement. Pour comprendre d'où elle vient, la source nous fait remonter le temps, sur les traces de ce qu'elle appelle une amputation intellectuelle. Cœur. Isaac Newton. Oui, mais on va voir que l'image qu'on a est très, très incomplète. Tout démarre à un moment précis. Une vente aux enchères chez Sotheby's à Londres en 1936. Exactement. C'est l'économiste John Maynard Keynes qui est là. Il achète des malles remplis de manuscrits de Newton, des documents que l'université de Cambridge, Son université à lui. sa propre université, oui, avait jugés non scientifiques et avait refusé d'acquérir. Keynes rentre, il ouvre les malles, et là, c'est le choc. Il ne trouve pas que des calculs sur la gravitation, j'imagine. Loin de là. Il découvre des milliers de pages de symboles alchimiques, de prophéties sur l'Apocalypse, des calculs sur les dimensions du temple de Salomon. Et la source, elle donne des chiffres pour qu'on se rende compte de l'ampleur du truc. C'est là que ça devient vertigineux. Ah oui, on apprend que Newton a écrit environ 1 million de mots sur la physique et les mathématiques, ce pourquoi il est célèbre. D'accord, 1 million. Mais à côté de ça, il a écrit 3 millions de mots sur l'alchimie et 6 millions sur la théologie. Pardon. 6 millions. 6 millions. Le calcul est simple et il donne le tournis. Newton a consacré 10 fois plus d'énergie à explorer l'invisible, le spirituel, qu'à décrire le monde visible. Attendez, 10 fois plus. C'est une statistique hallucinante. Ça veut dire que l'image qu'on a de lui, le père de la physique moderne, Représente que 10% de son travail intellectuel. c'est fou. Et c'est la conclusion de Keynes. Ça le pousse à écrire une phrase qui dynamite le mythe. Newton n'était pas le premier de l'âge de raison. Il était le dernier des Babyloniens. Le dernier des Babyloniens. Waouh. Donc pour Newton, il n'y avait pas de séparation entre physique et alchimie. Aucune. Pour lui, c'était la même quête. Il était convaincu qu'une science antique, totale, qui unissait matière et esprit avait existé et qu'elle avait été perdue. Son but, c'était de la retrouver. Donc il ne voulait pas juste décrire le monde. Il voulait le transmuter. Il cherchait littéralement la pierre philosophale. Et ça change tout, même la fameuse histoire de la pomme. Bien sûr, ce qui ressort de l'analyse, c'est que sa vraie question n'était probablement pas « pourquoi la pomme tombe ?», une question mécanique, Mais plutôt, plutôt quelle est cette force incroyable, invisible, spirituelle qui agit à distance à travers le vide. Pour lui, la gravitation, c'était la preuve d'une intention divine. c'est fascinant. Mais alors, la question qui vient tout de suite, c'est comment on est passé à côté de ça? Si ça représente 90% de son œuvre, comment ce mystique est-il devenu l'icône du matérialisme? C'est là que la source utilise ce mot d'amputation. Elle décrit un processus délibéré, organisé, pour nettoyer l'héritage de Newton. Organisé, carrément? En plusieurs étapes. La première, juste après sa mort, en 1727, ses exécuteurs testamentaires font un tri. Et tout ce qui leur semble embarrassant, L'alchimie, ces idées religieuses un peu étranges, exactement, tout ça par la poubelle. On parle de caisses de manuscrits qui ont été brûlés. ils ont brûlé ses écrits. C'est violent. Très. Deuxième étape, la publication par la Royal Society. Elle met en avant les Principia Mathematica, son chef-d'œuvre de physique, mais elle passe sous silence les millions de mots sur le reste. Un filtrage éditorial massif. Et le coup de grâce? C'est sa propre université, Cambridge. Bien plus tard, une commission examine les manuscrits restants et les déclare sans intérêt scientifique. Et voilà. Et voilà, ils finissent dans des malles, ils prennent la poussière pendant 150 ans, jusqu'à ce que Keynes tombe dessus. L'amputation était réussie, l'image du Newton mécaniste était gravée dans le marbre. D'accord. Donc le terrain est préparé. On a effacé le Newton mystique. Qui prend la place pour définir cette nouvelle science purement matérielle? C'est là qu'un autre personnage entre en scène. L'article nous emmène en 1799. L'astronome français Pierre-Simon de Laplace présente son traité de mécanique céleste à Napoléon Bonaparte. À Napoléon. D'accord. Napoléon le feuillette et il remarque une absence de taille par rapport à Newton.
Il manque le mot Dieu. Exactement. Il interpelle Laplace et lui dit « Monsieur Newton a parlé de Dieu dans son livre. Je n'ai pas trouvé ce nom une seule fois dans le vôtre. » Et la réponse de Laplace. Et, selon l'article, une des phrases fondatrices de notre modernité. Juste quelques mots. « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » C'est incroyable cette phrase. Ce n'est pas une preuve scientifique, c'est une déclaration d'utilité. C'est « on peut faire les calculs sans ». C'est ça, on met le créateur hors de l'équation. C'est un coup d'État intellectuel. Et le contexte politique est crucial, j'imagine. L'article le souligne bien. Cette vision d'un univers machine, d'une horloge sans horloger, entièrement prévisible, ça arrangeait parfaitement le pouvoir de Napoléon. Un univers sans mystère, c'est un univers qu'on peut contrôler, gouverner, conquérir. Si l'univers est une grande horloge, ça veut dire que tout est déjà écrit, que le futur est aussi connaissable que le passé. Vous mettez le doigt dessus. C'est le cœur de sa pensée. Il va pousser cette logique jusqu'au bout avec son expérience de pensée, le démon de Laplace. Le fameux démon. Il imagine une intelligence suprême qui connaîtrait, à un instant T, la position et la vitesse de chaque atome. Pour cette intelligence, dit-il, rien ne serait incertain. Et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. C'est la vision la plus pure du déterminisme. Il n'y a plus de place pour la nouveauté, pour la surprise, pour la liberté. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est que l'article suit la propagation de cette idée qu'il qualifie de « virus intellectuel ». Elle ne reste pas dans les livres de physique. Elle s'incarne dans la société. Oui, ça commence avec l'école polytechnique, qui forme des générations d'ingénieurs à cette vision calculatoire, puis le virus mute. Et il va où? L'article cite Adolphe Quetelet, qui invente en 1835 l'homme moyen. On réduit l'humanité à des statistiques, une courbe de Gauss. Plus besoin de comprendre les individus, on prédit les masses. C'est assez glaçant. Puis vient Francis Galton, qui formalise l'eugénisme. Si on peut calculer les traits désirables, on peut optimiser l'espèce. Et ça continue. On passe de l'astronomie à la gestion des humains. Homo. Comme s'il n'y avait aucune différence. L'article mentionne Frédéric Tyler et son management scientifique, qui chronomètre chaque geste de l'ouvrier. La chaîne de montage de Ford, c'est une incarnation en acier du démon de Laplace. Et quel est le point culminant de cette logique selon l'analyse? Le moment où le virus atteint son apogée. L'article identifie une date très précise, le 15 août 1971. Ce jour-là, Richard Nixon annonce la fin de la convertibilité du dollar en or. Ça paraît technique, mais c'est un tournant. C'est un événement conceptuel majeur. C'est le moment où le calcul se libère de sa dernière contrainte physique. L'or, un truc tangible, fini, est remplacé par de la pure information, une monnaie dette. Le calcul devient sa propre réalité. Et la source fait un lien direct entre ça et ce qu'on appelle aujourd'hui la grande accélération. Oui, après 1971, toutes les courbes s'emballent. La dette mondiale explose. Et en parfait miroir, les indicateurs écologiques s'effondrent. Émissions de CO2, effondrement de la biodiversité. Attends, donc le paradoxe ultime, c'est que les outils mathématiques hérités de Laplace, qui ont permis de construire ce système, Oui. sont ceux qui prédisent aujourd'hui avec une précision terrifiante l'effondrement que ce même système provoque. C'est exactement ça. C'est une boucle parfaite. Le démon calcule sa propre destruction, mais le système est incapable de dévier de sa trajectoire. Il ne peut que continuer à calculer. C'est un constat assez sombre, mais l'article se termine sur une ironie, non? L'antidote se trouverait chez Laplace lui-même. C'est le grand retournement de situation. Laplace, le père du déterminisme, est aussi le père de la théorie moderne des probabilités. Ah oui, c'est vrai. Et que dit sa propre théorie de Dine? Elle établit mathématiquement que la connaissance n'est jamais une certitude absolue. C'est toujours une probabilité. Le même homme qui postule un univers de certitude a démontré que la certitude est mathématiquement inaccessible. C'est dingue, c'est dingue. Il s'est contredit lui-même. Plus que ça. La source a exhumé une de ses lettres privées où il écrit noir sur blanc « Les questions primordiales de la vie et de la conscience restent en dehors du domaine de mes équations. » C'est incroyable. Il le savait. Il savait que son modèle était incomplet et qu'il y avait tout un pan du réel qui échappait à ses calculs. Il le savait. Mais dire « je n'ai pas besoin de cette hypothèse » était beaucoup plus utile au pouvoir politique et industriel que de dire « mes équations ont des limites ». Et c'est cette vision utile qui a gagné. Et on en revient au point de départ, à notre époque. Cette logique, elle est toujours là. Absolument. C'est elle qui nous pousse aujourd'hui à qualifier les capacités créatives de l'IA de simples hallucinations statistiques. On veut tout ramener au calcul. C'est elle qui nous incite à réduire nos émotions à de la chimie cérébrale. Donc, dans ce contexte, méditer, ce n'est pas juste se vider la tête.
C'est ce que suggère la conclusion de l'article. La méditation est présentée comme un acte qu'il qualifie d'insurrection, une manière de dire non au calcul permanent, d'ouvrir un espace pour ce qui n'est pas quantifiable, pour le mystère. Ce voyage est incroyable. On part d'une petite voie de doute dans notre tête et on se retrouve dans les manuscrits secrets de Newton face à Napoléon et au cœur de la logique qui régit notre monde. Et la thèse finale, c'est que cette histoire cachée explique en grande partie notre propre scepticisme. Le paradigme qui a construit le monde moderne est peut-être devenu le système d'exploitation de sa propre crise. Le démon est devenu si performant qu'il prédit sa propre fin, mais sa nature même l'empêche de changer de trajectoire. Il ne peut que continuer à calculer. Et ça nous laisse avec une pensée pour la route, une question qui prolonge tout ça. Si on a pu se tromper à ce point sur une figure aussi centrale que Newton, au point de présenter une image presque inversée de ce qu'il était. Qui d'autre dans l'histoire des idées a subi un sort similaire ? Quelles autres visions du monde, peut-être plus holistiques, ont été délibérément écartées, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'une autre approche était jugée plus utile pour le pouvoir en place ?